quelques instants, une histoire tragique, un véritable scandale dont Maître Michel va essayer de s'occuper. J'aimerais vous rappeler le numéro de l'émission, 0826 107 109. Vous avez vécu un véritable drame avec une injustice à la clé comme celui que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez nous joindre, laissez vos coordonnées, nous vous rappellerons pour essayer de vous aider. Accueillons maintenant sur ce plateau une mère et sa fille qui auraient pu mourir toutes les deux. Dieu merci, elles sont vivantes, mais la jeune fille a perdu son bébé dans des conditions, vous allez le voir, inacceptables. Et aujourd'hui, on ne fait rien pour elles, c'est pour ça qu'elles sont sur ce plateau. Nous accueillons maintenant Françoise et Ludivine. Ludivine Amy, sa mère et son compagnon vivent dans une HLM de la région parisienne. Un défaut de ventilation et le gaz émis par la chaudière ne s'évacue plus. La famille est retrouvée dans le coma. Ludivine enceinte a perdu son enfant. Françoise et Ludivine, bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Sans aucun doute. Je sais que tout ceci ne va pas être très facile, puisqu'on va revoir maintenant quelques images de ce drame et de l'injustice qui a suivi ce drame, puisqu'aujourd'hui, on est bien d'accord, personne ne fait rien pour vous. C'est pour ça que vous êtes là. Je propose à nos téléspectateurs de bien comprendre ce qui s'est passé. Nous donnerons des coups de fil ensuite pour vous et des conseils, bien sûr. Voici donc le reportage qui est signé Charles Bourla. C'est quand même à cause d'eux que ma fille est là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle aurait déjà 3 ans. Donc, je me dis que rien que par respect pour les gens et que pour l'enfant, ils auraient pu faire au moins une pierre tombale décente. Depuis 3 ans, la vie de Ludivine Amy n'est plus la même. 3 longues années pour tenter d'oublier, 3 années pour faire un deuil impossible, celui d'un enfant perdu. C'est ici, dans cet immeuble, au 4e étage de cette résidence, que s'est déroulé le drame. Nous sommes le 12 octobre 2000. Ludivine est enceinte de 7 mois. Ce soir d'octobre, la famille Amy n'imagine pas qu'un terrible danger les guette. Donc c'est là que le jour du drame s'est passé. Nous, on dormait ici. Ce qui m'a réveillée, c'est le téléphone qui était ici. C'était le travail à ma mère qui m'a contactée pour savoir pourquoi elle venait pas au travail. Ce coup de téléphone est une bénédiction. Ludivine parvient à se réveiller alors que depuis plus de 12 heures, elle inhale un gaz très dangereux, du monoxyde de carbone. Un gaz inodore et donc indétectable. Inhalé de manière prolongée, il endort ses victimes et provoque leur mort. Parce que sans mon enfant, j'aurais pas été réveillée. Parce que c'est mon enfant qui a ingurgité tout le gaz avant moi. Si mon enfant, j'aurais pas été enceinte, on serait pas vivants, les médecins nous ont dit. À demi consciente, Ludivine découvre l'étendue du drame. J'ai retrouvé mon frère et ma mère par terre. Ma mère était en travers de mon frère. Mon frère le long du couloir, entre les toilettes et le couloir. Sûrement, elle a voulu aller aux toilettes. J'ai vu plein de sang s'écouler de sa figure, mais je ne savais pas que c'était son menton qui était ouvert. Moi, je crois que c'était du sang qui coulait de sa bouche. Donc c'est là que tout de suite après, j'ai déduit que pour moi, ils étaient morts. Ludivine trouve alors la force d'appeler les pompiers. Sa mère va passer 5 jours dans le coma. Son petit ami 3 semaines. Quant à son frère, il frôle la crise cardiaque. Par contre, pour l'enfant qu'elle porte, il est déjà trop tard. Parce que quand les pompiers sont rentrés, en fait, moi, ils m'ont descendu tout de suite dans leur camion. Donc après, pour Adams, pour ma mère, pour mon frère, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé après. Vous vous rappelez de quelque chose, Adams ? Je me rappelle de rien du tout. Je me suis réveillé 3 semaines après. Alors pourquoi le gaz s'est-il répandu dans l'immeuble? Un immeuble pourtant récent et équipé de détecteurs lors de sa construction. Et on leur a dit comment ça se faisait qu'il n'y avait pas d'alarme ou quoi que ce soit. Ils nous ont dit qu'ils ont coupé tous les systèmes parce que justement à cause de la tempête, ça n'arrêtait pas de se mettre en marche, ça n'arrêtait pas de sonner et se déplaçait constamment pour rien. Donc ils ont tout coupé. La tempête de 1999, c'est elle qui a endommagé le système de ventilation de l'immeuble. L'alarme aurait été désactivée. Christine Salacrou habite dans cet immeuble. Son mari est chauffagiste. Il avait installé son propre détecteur. La veille de l'accident, il s'est mis en marche. Parce que moi, quand le gaz s'est dégagé chez moi à une telle puissance, si l'appareil ne m'avait pas averti, puisque ce gaz est hélas totalement inodore, je n'aurais pas mis mes enfants en sécurité, je n'aurais pas ouvert les fenêtres, et bon, probablement, comme je vous dis clairement aujourd'hui, je serais peut-être plus là pour le raconter. Consciente du danger, Christine prévient immédiatement la compagnie chargée de l'entretien. Et leur réaction est surprenante. Allô ? Et là, je tombe sur quelqu'un, il était tard, il était 17h30, 18h, qui me dit oui, on va fermer, il n'y a pas d'urgence, quel est le problème? Je dis on a une émanation de CO2. Et là, le type me répond du CO2, c'est ça, vous avez raison, et il me raccroche au nez. Je le rappelle,
en lui expliquant que je ne plaisante pas, que c'est vraiment du CO2. À nouveau, il ne me croit pas et pour me calmer, me donne rendez-vous 3 jours plus tard pour venir constater qu'effectivement, il y a bien une fuite. Un délai aberrant vu l'urgence de la situation. Pourtant, si l'entreprise chargée de l'entretien avait pris les choses au sérieux, le pire aurait pu être évité. Catherine Grison est le médecin de la famille Amy. Elle est formelle quant aux causes du décès de l'enfant. En observant les documents qui ont été fournis par l'hôpital, je crois qu'il n'y a aucun doute et qu'il est formellement stipulé que l'intoxication au monoxyde de carbone a créé donc l'intoxication de la maman et les anomalies qu'elle a pu avoir en séquelles et surtout a été responsable de la mort de l'enfant qui avant allait parfaitement bien pendant le déroulement de la grossesse. L'histoire fait la une de la presse. Pendant ce temps à l'hôpital, Adams, le compagnon de Ludivine, est entre la vie et la mort. C'était vraiment 3 semaines d'angoisse pour Adams. Tous les jours, j'appelais. Je vous mens pas, je pouvais pas me déplacer là-bas. Je pouvais pas le voir comme ça dans le coma, avec des tuyaux partout. C'était impossible. La seule fois que je l'ai vu comme ça, c'est quand moi je suis sortie de l'hôpital et j'étais le voir. On m'a dit, il faut venir le voir, il faut lui parler pour qu'il reprenne un petit peu conscience, pour qu'il sache que vous êtes autour de lui, tout ça. C'est la seule fois et je me suis vraiment sentie mal parce que Adams m'a attrapé la main, il m'a serré fort, tout inconsciemment il m'a serré très fort et il s'est levé comme ça et il a essayé d'arracher ses tuyaux qu'il avait dans la bouche. Depuis ce jour-là, j'ai pas pu y aller. Ludivine, elle, est traumatisée. Même après, quand ils sont sortis de l'hôpital, je pouvais pas redormir ici. Depuis, ça fait 3 ans aujourd'hui, j'ai pas redormi ici. Au moment de l'accident, Françoise, sa maman, a de grosses difficultés financières. La tragédie n'arrange rien. J'ai été arrêtée 6 semaines. J'avais pas de salaire puisque j'avais que les indemnités de la sécurité sociale qui sont pas énormes, parce que c'est 40 francs par jour. J'étais vraiment dans un gouffre et que là, la nourriture de mes enfants était plus importante que de payer le loyer, quoi. Je veux dire que là, je pouvais plus. Dans une telle situation, l'office HLM va même faire preuve d'une certaine maladresse. Effectivement, ils me harcèlent pour les loyers. Ils me convoquent régulièrement pour savoir où j'en suis et comment je vais faire. Mais quand je leur parle de l'accident, ils me détournent la conversation. C'est-à-dire que c'est en cours. Mais je n'ai aucune réponse. Aucune réponse. Je ne sais pas où ça en est. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Pour eux, c'est comme si c'était oublié, c'est fini. Pourtant, dans l'unique courrier que reçoit la famille Amy de l'office HLM, il est clairement établi que l'accident provient d'une négligence de leur part. Et lorsque Ludivine tente de les contacter, voici leur réponse. Il y a 3 ans, nous avons été intoxiqués, ma famille et moi. Oui. J'ai perdu un petit bébé de 7 mois. Oui. Donc ça fait quand même 3 ans et j'aurais bien aimé avoir des nouvelles parce qu'aucune nouvelle du dossier, rien du tout. Est-ce que je pourrais avoir un responsable ou quelqu'un comme ça? Ils sont écoutez, les personnes qui pourraient suivre votre dossier sont en réunion. Je le sais parce que je suis près de la salle de réunion justement et ils sont ensemble. Mais je peux prendre un message si vous voulez. J'espère quand même qu'ils me rappelleront. Oui, qui vous rappelleront bien sûr. Bien. Je vous remercie. Je vous en prie madame. Bonne soirée, au revoir. C'est toujours le même. Toujours la même chose. Toujours. Depuis 3 ans, c'est la même chose. On laisse des messages constamment. Ils sont en réunion, ils sont pas là, ils vous rappelleront demain et ils rappellent jamais. Mais il y a plus surprenant encore. Au 25 boulevard de Friedberg, 3 ans après la tragédie, rien n'a changé, un drame est toujours possible. La société qui s'occupe de l'immeuble depuis toujours entretient ces chaudières ou au moins est censée les entretenir avec des hauts et des bas, on va dire, puisque moi j'ai eu un branchement annexe qui est arrivé après, donc avec des tuyaux qui pendouillent, on ne sait pas trop comment, des fils qui sont même pas protégés et qui sont à moins d'1 mètre du point d'eau, donc bon. Je m'interroge quand on me dit que, quand je demande à ce qu'on fasse quelque chose, on me dit que de toute façon c'est comme ça. À partir de là, est-ce que c'est lié à la négligence? Est-ce que c'est lié à autre chose? Je ne sais pas. Moi, ce que je trouve toujours inadmissible aujourd'hui, c'est que 3 ans après le drame, ça soit la même entreprise qui continue à s'occuper ou à ne pas s'occuper de nos chaudières. Françoise, la maman de Ludivine, a déposé plainte. Le dossier est toujours en instruction. Ludivine, elle, espère pouvoir un jour offrir une sépulture décente à Mélissa, une enfant qu'elle n'a jamais connue.
Voilà le reportage de Charles Bourla sur cette tragédie. Alors s'agit-il d'un véritable scandale? Nous ne sommes pas loin de le penser. J'aimerais que l'on revienne maintenant sur les points forts de cette histoire avant de donner des coups de fil et d'obtenir des explications. Il y a, nous sommes bien d'accord, 5 jours de coma pour vous, madame, et 3 semaines de coma pour le petit ami de votre fille. On est bien d'accord aussi pour dire que si ce coup de fil de votre travail n'arrive pas, ça peut être pire pour vous trois. On est d'accord? Je n'aurais pas été réveillée. Avec la mort au bout, certainement. Oui. On est d'accord aussi, et ça c'est important, que l'on vous a répondu que les alarmes avaient été coupées parce qu'elles n'arrêtaient pas de sonner depuis la tempête. Oui. On nous a dit qu'ils se déplaçaient tout le temps pour rien. Donc ils en avaient marre de venir constamment pour rien quand ça se déclenchait. Donc ils ont tout coupé. Maître Michel, je reviens vers vous dans quelques instants. En plus, il ne s'agit pas là d'un propriétaire ordinaire, d'un particulier dans ce cas-là. Hein. C'est un office HLM, mais il l'est pour eux comme un propriétaire particulier. Le propriétaire a une obligation de sécurité. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'il devrait déjà avoir touché une indemnité du propriétaire. Alors, c'est là où j'en arrive maintenant, parce que voyez un petit peu jusqu'où va cette histoire. On est bien d'accord aujourd'hui que les loyers, vous n'avez pas pu les payer par la suite parce que vous avez été malade pour toutes ces raisons-là. On vous les réclame et on veut vous expulser aujourd'hui. Oui. Cet office HLM veut vous expulser. Oui. Donc on est bien d'accord que nous avons là un office HLM qui pourrait se dire il y a eu une fuite de gaz, il y a eu un coma de 3 semaines pour un jeune homme, un coma de 5 jours pour vous, madame, un bébé qui est mort alors qu'il avait 7 mois, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est vous dire est-ce que vous pouvez nous payer les loyers de cette période-là et on va vous expulser. Alors, pardon, c'est vrai que le fait d'avoir eu ce drame ne dispense pas, ça paraît aberrant, mais c'est comme ça, c'est la loi de payer les loyers. Oui, enfin... Par contre, un, ça n'empêche pas l'office HLM d'être humain. Deuxièmement, eux peuvent demander depuis le début de quoi être indemnisés pour pouvoir payer les loyers. Ce qui est incroyable, c'est que l'office HLM attend manifestement qu'on l'attaque en justice à la place de régler ça humainement. Compte tenu des fautes, effectivement, du propriétaire, ils peuvent demander une suppression des loyers. Oui. En plus. Alors, revenons maintenant sur cette jeune fille. Au-delà de ce drame, et là, il n'y a pas de mots pour expliquer ce que vous avez dû vivre et ce que vous vivrez malheureusement jusqu'à la fin de vos jours, mais de ne pas être considéré par la suite, ça doit être encore pire. Enfin, je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs pour arriver à tenir le coup et à prendre cette situation. Bah, ce qui me fait tenir aujourd'hui, c'est ma petite fille, parce que j'ai une petite fille de 6 mois. Donc si je me bats, c'est pour elle aussi. Plus tard, je ne sais pas comment lui expliquer ce drame. Elle va bien me poser des questions un jour ou l'autre, je ne sais pas comment lui répondre. J'ai ma famille qui m'a soutenue, mais c'est vrai que c'est dur. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Alors, au-delà de votre situation financière, puisqu'il faut qu'il y ait indemnisation, c'est évident, pour les loyers et puis pour votre préjudice, mais ce que vous voulez également aujourd'hui, mademoiselle, c'est pouvoir avoir de quoi avoir une sépulture pour le bébé qui est mort de 7 mois. Hein. Parce que là, oui, il a été enterré dans des conditions un peu précaires. La mairie devait prendre tout en charge. Et au dernier moment, quand je suis sortie de l'hôpital pour faire les papiers parce qu'il manquait ma signature, quand je me suis rendue à la mairie, on m'a dit qu'ils ne prenaient plus rien en charge. Bon. Je vais m'adresser à votre maman qui n'est pas, vous vous en doutez, très bien. Elle a même voulu quitter le plateau tout à l'heure et on la comprend parce que je suppose que vous êtes, madame, traumatisée par tout ça? Oui, tout à fait, oui. Et vous devez en avoir marre d'y penser chaque jour? Oui, tous les jours. À chaque fois que j'ouvre la boîte aux lettres et que je vois courrier l'adresse de l'OPAC, Mais quand vous les avez au téléphone, madame, vous leur expliquez tout le drame qui s'est passé, on vous répond quoi? Qu'est-ce qu'on répond? On ne répond pas, on détourne la conversation. Pour gagner du temps? Voilà, pour gagner du temps. Parce que j'ai été convoquée la dernière fois au mois d'août de cette année pour me reparler de mes loyers de retard, de ce que je devais. Je leur ai dit que moi, je faisais l'impossible, que maintenant, depuis 1 an, je payais mes loyers correctement. Tous les mois, ils sont payés. Mais l'arriérage que je dois, je ne peux pas donner. Ouais. Je ne peux pas les donner. Et donc, je leur ai fait comprendre que moi, ce que je dois, c'est dérisoire en comparaison de ce qui nous est arrivé. Bien sûr, de ce qu'ils vous doivent. C'est pour ça que je demande à la régie d'appeler tout de suite cet organisme. Je demande avant à madame et à mademoiselle ce qu'elles attendent aujourd'hui à tous les niveaux de l'émission, sans aucun doute. Moi, j'attends que ma fille ait une sépulture décente, quand même, et d'être indemnisée. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur que ma mère puisse changer de logement aussi. Parce que vous ne voulez plus rester là-bas? Non. Bah, bien sûr. Non. Évidemment. Surtout, ça ne serait arrivé qu'une fois, mais 2, on peut se dire qu'il y en aura une 3e, un de ces 4. Hein. Nous demandons donc à la régie de bien vouloir faire le numéro. Merci.
Bonjour madame. Bonjour. Serait-il possible de parler au responsable? Vous êtes monsieur? Courbet Julien de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Monsieur Courbet Julien. Tout à fait. Allô? Oui, monsieur le directeur? Oui. Bonjour monsieur le directeur, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Pardonnez-moi de vous déranger, je sais que vous avez beaucoup de réunions et on vous a un petit peu embêté. Monsieur, nous sommes avec Ludivine et sa maman. Vous connaissez cette histoire? Bien sûr. Tragique, puisqu'il y a eu des jours de coma, puisqu'il y a eu un bébé de 7 mois qui était encore dans le ventre de sa maman, qui est décédé à cause de cette intoxication. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en termes d'indemnisation, rien n'est fait. On attend soi-disant que la justice prenne une décision. Et surtout, elles ont un avis d'expulsion, monsieur. Parce qu'elles ne peuvent pas payer le loyer, parce qu'évidemment, vous pensez bien que ça a laissé des traces et qu'elles n'ont pas pu aller travailler, etc. Donc, vous êtes le directeur, je voulais avoir votre sentiment là-dessus et que vous m'expliquiez ce qui se passe. Ouais, je crois que, si vous voulez, il faut... ce qui se passe, alors, d'abord, on a été, je crois qu'il faut vraiment qu'ils en soient convaincus, on a été tous, et notamment les personnels de proximité, je pense aux gardiens, très touchés par ce qui est arrivé à cette famille. Je m'en doute. Alors, malheureusement, pour l'indemnisation, vous le saviez mieux que moi, il y a une procédure judiciaire, donc le parquet a diligenté une enquête, et malheureusement, cette enquête, nous n'avons pas encore de résultat. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous réfugiez derrière l'enquête parce que vous n'êtes pas certain qu'il y ait une responsabilité de l'OPAC? Ben, aujourd'hui, il y a une enquête pénale qui est diligentée. Donc la responsabilité, la famille le sait, il y a dans cette affaire-là, il y a bien sûr l'OPAC qui assumera s'il le faut ses responsabilités. Nous avons aussi un exploitant, puisque c'était en fait un problème sur une chaudière individuelle. Mais l'exploitant, c'est vous qui l'avez choisi, monsieur, c'est pas cette dame. Oui, bien sûr, mais la justice est là pour définir les responsabilités individuelles. Ouais. Et c'est toujours lui qui travaille pour vous, monsieur, sachant qu'un an et demi, ça a recommencé, vous le savez, ça qu'un an et demi dans le même immeuble, il y a eu d'autres fuites. C'est quand même fou, ça. Il est venu débrancher les alarmes parce qu'il en avait marre de faire des va-et-vient. Donc, à cause de ce débranchement d'alarme, ils ont failli mourir. Et un an et demi après, ça recommence. Et c'est toujours le même qui fait l'entretien, monsieur. À ma connaissance, non. Mais... À votre connaissance, non? Ah ben, mademoiselle, elle habite dans l'immeuble, donc elle peut peut-être nous le confirmer? Oui, il y a un an et demi, ça a recommencé. On vous a contacté, il était 17h. On nous a dit que ça pouvait attendre le lendemain. On a tellement insisté qu'on nous a donné un numéro d'urgence qu'à 11h du soir, la lumière n'était toujours pas éteinte sur le compteur. Et les personnes de l'entretien se sont déplacées qu'à minuit et demi. Et je trouve toujours inadmissible qu'après ce drame, c'est toujours les mêmes personnes qui s'occupent de l'entretien. Et qu'on devait nous changer le chauffe-eau chez ma mère, donc on ne nous l'a jamais changé depuis 3 ans. Un mot du directeur et Maître Novakovic. Écoutez, je crois que là-dessus, il n'y a pas du tout de blocage de notre part. Simplement, je dirais, il n'y a eu aucune instance pour l'instant qui a été engagée au civil. Mais je suis tout à fait prêt, effectivement, avec notre conseil, à rencontrer... Mais ça veut dire que dès qu'il y a un problème avec vous, il faut tout de suite attaquer? Ça veut dire qu'on ne peut pas... Il faut faire un procès dès qu'on a le moins de soucis. Ah ben si. Ça veut dire qu'il faut effectivement s'expliquer, discuter, rencontrer... Mais monsieur, elle essaie d'appeler l'office depuis... Je vous assure, si elle est venue... Vous croyez que c'est facile pour une jeune femme de venir comme ça devant les caméras de télévision, dire qu'elle a perdu un bébé, de raconter tout ça? Monsieur, s'il faut faire un procès à l'OPAC à chaque fois, on va conseiller ça à tous les locataires, mais c'est pas une solution. C'est indéniable. Vous n'y êtes pour rien, monsieur. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes passé par un professionnel qui n'a pas fait son boulot, certes, mais vous êtes quand même responsable. Vous êtes le propriétaire, monsieur. Ne le laissez pas, je vous en supplie, dans cette situation-là. Il y a eu 20 jours de coma pour le jeune homme qui vivait là-bas. Elle a fait 4 jours de coma, la maman. Elle a perdu un bébé qui est enterré. Je connais bien elle n'a pas de quoi payer la tombe. Alors... Les de l'OPAC ont été profondément affectés. Alors n'attendez pas qu'elle fasse un procès, monsieur. Je n'attends pas qu'elle fasse un procès, mais... vous allez me dire, j'attends que ça soit en civil. Effectivement, au fond, il est regrettable que Ludovine soit pas venue, effectivement, nous voir et... Non, il est regrettable que vous ne l'ayez pas reçu, monsieur. Elle a appelé 15 fois et devant nous. Quand on a fait le reportage, on lui a demandé d'appeler votre organisme. Elle l'a fait. J'ai la cassette, je peux vous le montrer. Les téléspectateurs l'ont vu. Madame, on prend votre numéro, on vous rappelle demain. C'était il y a 1 semaine. On attend toujours l'appel. Certes, mais enfin, le drame remonte il y a 2 ans. Mais parce qu'entre-temps, elle a appelé. C'est pour ça qu'elle passe à la télé, monsieur. Oui. Maître Novakovic, bonjour monsieur. J'aimerais quand même vous poser une question. Comment expliquez-vous, vous dites que c'est un drame, vous avez conscience qu'effectivement de votre responsabilité, puisque l'entreprise a été diligentée par vos soins. Donc je vous pose la question, pourquoi avez-vous lancé une procédure d'expulsion contre cette famille? Alors, d'abord, premier élément, la procédure d'expulsion avait été lancée avant.
Alors, Donc, pourquoi ne l'avez-vous pas suspendu? La procédure d'expulsion a été lancée avant, elle a été lancée en 1999. Bien, alors pourquoi ne l'avez-vous pas suspendu? La procédure, vous le savez, nous menons parallèlement une procédure et d'expulsion et une procédure de règlement amiable et social, ce que nous sommes en train de faire. Et ce que je peux vous confirmer d'ailleurs, c'est que la procédure d'expulsion n'aboutira pas, puisque si mes informations sont exactes, donc Ludovine a été relogée donc, sur le par un autre bailleur. Combien doit-elle, monsieur? Elle doit, je crois, attendez, vous permettez, je crois que c'est de l'ordre de 10 000 euros à peu près. Alors, mademoiselle, elle a l'air de contester. C'est faux parce que l'employeur à ma mère lui retient 100 euros depuis 4 ans sur son salaire, que son employeur ne vous a pas versé, et il y a à peu près 15 jours, ils vous ont fait un chèque de 6 900 euros et nous avons les papiers en main. Donc elle ne vous doit pas 10 000 euros. En tout état de cause, si vous voulez, leur préjudice moral et physique est bien supérieur au montant que vous leur réclamez. Donc je crois que là, on peut aboutir quand même à une solution amiable. Bon, monsieur, écoutez, je sais que vous êtes quelqu'un de responsable, de professionnel. Je ne suis pas là pour vous accabler, etc. Je veux simplement mettre en avant un dossier qui, humainement, est terrible pour tout le monde, pour tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, pour nous et pour vous aussi, je le sais. Donc, écoutez, je trouve que la coupe est quand même pleine. Donc, monsieur le directeur, soyez gentil, prenez ce dossier en main et aidez-les, s'il vous plaît. On va les aider. Ce que je vous dis, c'est que, nous n'allons pas les expulser. Bon, ça c'est déjà bien. Vous les rassurer tout de suite, nous n'allons pas les expulser. Ça, vous pourrez nous l'écrire, monsieur le directeur? Bon. Nous n'allons pas les expulser. Et sur l'indemnisation, essayez de voir dans quelle mesure vous ne pouvez pas dégager un petit quelque chose qui elle gagne 7 000 francs bruts par mois et on lui prend chaque mois 100 euros pour justement payer vos loyers, monsieur. Dans la mesure, si vous pensez une petite seconde dans votre esprit qu'il y a une responsabilité dans ces fuites de gaz qui auraient pu amener la mort, qui se sont reconduites 1 an et demi après, peut-être que vous pouvez faire un petit quelque chose pour qu'on arrête de faire en sorte que cette dame n'ait quasiment plus rien à la fin du mois. Surtout que la justice sera longue, c'est la justice pénale, comme vous disiez, il y a des expertises. Que n'est pas subir ça en plus, c'est un traumatisme supplémentaire, autrement dit. C'est bien. Parce que ça va aller loin, vous savez qu'il y a une mise en examen chez ce professionnel. Donc, c'est que ça va très très loin cette histoire. Donc, c'est bien, c'est un peu un des revers de cette procédure. L'engagement que je peux prendre, encore une fois, c'est de faire en sorte qu'effectivement nous trouvions une solution qui permette à ces familles de retrouver une situation locative normale et avec un loyer qui soit adapté à cette situation. Parfait. Est-ce que vous acceptez de les recevoir, qu'elles aient quelqu'un à qui parler? Parce que l'autre drame, monsieur, c'est qu'elles ont l'impression d'avoir un mur et qu'elles ne peuvent pas le franchir. Elles seraient particulièrement touchées si le directeur, au moins, les écoutait un petit peu. Qu'elle m'appelle et je m'engage à les recevoir très rapidement. Et à côté de ça, monsieur, nous convenons tous que l'OPAC fait des choses merveilleuses pour les gens qui sont en difficulté et il le fait bien. Mais là, sur ce coup-là, il faut vraiment rattraper le tir, je pense, parce qu'on a été un petit peu loin. Voilà, mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci, merci monsieur le directeur. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Voilà, le directeur va vous recevoir. Vous allez nous dire d'ailleurs si le rendez-vous a bien eu lieu. C'est les premières bonnes nouvelles. Ce n'est que le début. Le chemin est encore très long, mais déjà, l'expulsion, on oublie. Relogement éventuellement, adapté à votre situation financière. On va essayer de voir dans quelle mesure ces prélèvements, on ne peut pas les stopper, puisque de toute façon, ils vous doivent plus que vous leur devez, ça c'est clair, par rapport à ce que vous avez subi. Et puis après, la justice va trancher. Est-ce que ça vous satisfait tout ça? Nous nous tournons maintenant vers Maître Fellono pour avoir quelques conseils. On est bien d'accord, Maître Fellono, on le répète, mais c'est toujours intéressant. On n'a pas à savoir si c'est l'entrepreneur qui vérifie le chauffage, qui a mal fait ou bien fait son boulot. On n'a qu'un seul interlocuteur. Non, mais c'est comme l'histoire des entrepreneurs et ses sous-traitants. On n'est pas tenu de connaître les sous-traitants. Là, il y a un responsable de droit qui est le propriétaire. Il doit vous donner un appartement en bon état d'entretien, un appartement qui en plus est décent d'après les nouvelles lois, la loi SRU. Donc ça veut dire un appartement qui soit aux normes et qui ne présente aucun danger. Si vous constatez que votre appartement ne correspond pas à ce qui doit être légalement donné, vous devez à ce moment-là l'alerter, lui demander une mise en conformité et puis lui demander évidemment les réparations. Et s'il ne le fait pas, eh bien à ce moment-là, le demander devant un juge, le juge d'instance, je vous rappelle. Allez, je vous embrasse toutes les deux, merci mille fois. On va vous aider, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup.